avec ces belles illustrations unidimensionnelles. On va garder une question pour après l'intervention de M. Richard Portier. D'accord. Bon, on va descendre sur Terre. Alors d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette école de m'avoir invité. Et je dois dire qu'ayant fait les 4 précédentes écoles, donc étant la 5e école marocaine, j'espère que c'est comme pour les pizzas, une achetée, une gratuite, donc la 6e, je serai parmi vous de nouveau. Donc, je suis censé vous parler de symétrie non cristallographie. Alors, vous allez voir certaines redondances avec ce qu'Abdelmalek a présenté à l'instant. Bon, les définitions sont les mêmes, qu'on soit à 2 ou 3 dimensions, c'est à peu près la même chose. Donc, j'accélérerai éventuellement sur certains aspects. Alors, les bases de la cristallographie. Bon, la cristallographie, moi j'ai toujours été fasciné par les cristallographes. Je ne suis pas cristallographe. Je suis métallurgiste. Et donc j'utilise un peu de cristallographie, mais je n'ai pas toute la pratique, toute la rigueur des cristallographes. Et les cristallographes m'ont toujours fasciné. Les cristallographes et les spectroscopistes. Car pensez que ce sont des gens qui, au XIXe siècle, ont construit ces deux sciences sans avoir jamais eu un résultat expérimental prouvant que les atomes existent et fonctionnent de la manière que l'on connaît maintenant. Donc c'est extraordinaire ce qu'ils ont pu spéculer et qui s'est avéré parfaitement exact maintenant. Alors, donc, bon, je vais aller un petit peu vite. Alors, ce matin, notre conférencier nous a montré une quantité de personnages illustres. Moi, je me suis arrêté ici à la Béaoui, qui avait clivé un cristal de calcite et qui s'apercevait qu'au fur et à mesure qu'on le clivait, donc que le volume diminuait, eh bien, on avait les mêmes facettes. Donc, il a eu l'idée de la petite boîte à chaussures élémentaire qui allait se reproduire périodiquement dans l'espace. René Delille avait constaté que quand on a des cristaux naturels, eh bien, les facettes peuvent être de dimensions différentes d'un cristal à l'autre. Par contre, les angles entre les normales à ces facettes restent constants. Et puis Bravais qui avait cette notion de réseau. Donc, un cristal, la définition, maintenant on la connaît, c'est constitué par un ensemble d'atomes qui se reproduisent périodiquement dans l'espace. Fin de citation. Alors, à l'origine, bon, 2 postulats importants. Postulat de Bravais. Alors, je me suis aperçu que sur le document que j'ai fourni, il y a un certain nombre d'erreurs. Notamment, il y en a une ici. J'ai mis matière au lieu de point. Bon, l'avouer, c'est se faire en partie pardonner. C'est ce que je fais. Donc, le postulat de Bravais, étant donné un point quelconque dans un cristal, il existe dans le milieu une affinité discrète dans les 3 directions, 2 points autour desquels l'arrangement des points est le même. Bon, bah ça introduit la notion de réseau, bien évidemment. Schoenflies, Fedorov, eux, ont précisé que l'arrangement autour des points concernait la matière, donc les atomes. Et là, on voit apparaître la notion de symétrie spatiale, de motif. Donc ce sont deux grandes bases fondamentales. Eh bien, en fait, et on a aussi pas mal parlé des quasicristaux dans les 2 précédents exposés, entre nous, la très belle diffraction, Danny Sheshman l'a fait 2 ans avant moi. Tu vois que le résultat des courses, il a eu la vérité. Bon, donc la définition, les quasicristaux ont bouleversé un peu les gens. Il y a eu de la résistance, surtout aux États-Unis avec Pauling. Mais maintenant, les choses sont bien claires et l'Union internationale de cristallographie a changé sa définition. Un cristal, c'est un solide qui conduit à un spectre de diffraction discret. C'est-à-dire que les pics de diffraction sont séparés les uns des autres, ils peuvent être très proches, mais ce sont des pics discrets dans l'espace. Donc ça, c'est évident que ça marche pour les cristaux traditionnels qui possèdent l'invariance par translation, c'est le papier peint, et ça marche aussi pour les quasicristaux. Et on a plein d'objets avec des automates qui les engendrent dans l'espace direct et qui remplissent cette même propriété. Alors est-ce qu'un jour les atomes obéiront à ces nouvelles lois? Pourquoi pas? Donc voilà la nouvelle définition. Mais ce qu'il faut faire remarquer d'extrêmement important, c'est que dans les 2 cas,
les individus sont topologiquement ordonnés. Il y a autant d'ordre dans un quasi-cristal que dans un cristal périodique. Hein? Les atomes ne se mettent pas au hasard dans l'espace, ils respectent cet ordre. Alors, on va rester, nous, pour ce cours sur les groupes d'espace, on va rester sur les cristaux traditionnels, et la cristallographie, Abdelmalek l'a dit, ça va nous permettre d'envisager l'ensemble des opérations d'invariance d'un cristal, c'est-à-dire une opération qui transforme le cristal en un objet exactement superposable au cristal initial. Le groupe ponctuel et le groupe d'espace seront dérivés de ces notions. Importance de la notion de symétrie. Pourquoi c'est important la symétrie? Bon, vous l'avez déjà compris en grande partie avec l'exposé précédent. Alors, moi je dirais la loi de Curie. Quand certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes existent aussi dans les effets produits. En gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de brisure de symétrie. Si vous avez une maille qui, lors d'une transformation de phase, part d'une forme carrée à une forme rectangulaire, bah vous vous dites, il y a perte de symétrie. Je suis parti d'une symétrie 4M, j'arrive à une symétrie 2M. Ben non, parce que, en fait, si vous avez réalisé la maille rectangulaire en étirant l'axe A, vous auriez pu le faire de façon équivalente en étirant l'axe B. Ces deux manières équivalentes sont thermodynamiquement semblables et vont apparaître effectivement dans la nature. On aura une structure en domaine, on aura deux variants, et les opérations de symétrie perdues de la maille de départ, ce sont les opérations qui, appliquées à l'un des variants, donnent l'autre variant. Donc la symétrie se restaure quand on considère l'aspect global. Ça permet aussi une classification des cristaux. Alors ça, c'est très sécurisant pour un scientifique qui ait une classification, même si très vite il rajoute des petites boîtes entre les grandes boîtes de sa classification. C'est quand même rassurant. Et puis, ça évite la redondance dans la description. Si vous me demandez de vous décrire cette superbe rosace, je ne vais pas vous décrire exactement tout en faisant un tour complet. Il suffit de décrire ce triangle et puis de dire, on reproduit par des symétries d'ordre 12 autour d'un axe perpendiculaire et on a la figure. Donc, si on est un peu paresseux, la symétrie, c'est quelque chose d'important. Alors, symétrie, il y a les symétries d'orientation. Ce sont des opérations de symétrie ponctuelles. Alors, ce sont des rotations, des réflexions, des inversions, des opérations de symétrie inverse. Elles agissent sur les directions et elles vont engendrer les 32 classes de symétrie à 2 dimensions. Alors, c'est important parce que ce sera à 3 dimensions. Ce sera vérifié pour les propriétés macroscopiques. Et puis, il y a les opérations de symétrie spatiale qui sont construites à partir d'une isométrie, donc une opération de symétrie d'orientation, mais à laquelle on associe une translation. Alors, on va voir apparaître donc les translations, les axes hélicoïdaux, les miroirs à glissement, et elles agissent sur les positions. Alors, les propriétés microscopiques, par contre, vont respecter cette symétrie. Et là, on arrivera à 230 groupes d'espace. Rassurez-vous, on ne les fera pas tous en détail. L'invariance par translation, c'est quand même ultra connu, Abdelmalek l'a fait. Je définis une base, tous les vecteurs de translation, je les repère par un triplet entier appliqué à chacun des vecteurs de base. Par exemple, ça c'est une image haute résolution d'alumine. Vous voyez que j'ai un réseau rectangulaire, j'ai une maille avec un seul atome, il y a une erreur dans le document qui est sur le CD, j'ai mis une petite maille avec 4 points blancs, c'est ridicule. Il y a un maintenant, arrêtez tout de suite. Bon, alors vous voyez ici, j'ai tracé plein de mailles, j'ai le droit de tracer plein de mailles. J'ai tracé des mailles obliques, j'ai tracé des mailles rectangulaires, j'ai tracé cette grande maille rectangulaire où il y a 2 atomes à la maille. Bon, c'est pas la peine, je peux le faire, j'ai le droit, mais autant prendre le plus simple. Et le plus simple, ça consiste à prendre une maille, le rectangle, qui a la même symétrie que le réseau. Donc là, on est tranquille. Mais si vous voulez faire autre chose, c'est le droit le plus strict. Au final, vous aboutirez au même résultat. Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que le réseau est toujours centrosymétrique. Il y a toujours un centre d'inversion. Sur chaque nœud du réseau, il y a un centre d'inversion. Et en fait, il n'y a pas de raison que le cristal le soit systématiquement. Donc, si un cristal n'a pas de centre d'inversion, son réseau a quand même un centre d'inversion.
et ça pose certains problèmes qu'on évoquera avec la loi du regretté Friedel. Bon, 7 systèmes cristallins, vous me permettez d'aller vite, hein, c'est bien connu, les dessins sont pas terribles, mais enfin bref, les voilà repérés ici, avec à chaque fois les 3 vecteurs ABC, et les 3 angles pour le vecteur alpha, entre le vecteur B et le vecteur C, etc. Bon, on part du cubique, on arrive au triclinique, et on caractérisera un système cristallin, bien sûr par son nom, mais ce qui compte surtout, c'est de donner les paramètres du parallélépipède de base, hein, et c'est ce parallélépipède dont les formes pertinentes conduisent aux 7 systèmes cristallins. Alors, une invariance par une opération de symétrie ponctuelle, déjà, une isométrie, c'est une opération géométrique qui conserve les distances. Donc, quand elle sera écrite sous forme matricielle, ça signifie que le déterminant de la matrice est égal à plus ou moins 1. Donc, acte. Alors, si c'est égal à plus 1, ce sont des opérations de symétrie directe, ce sont les rotations. Et les rotations, une rotation, un élément de rotation d'ordre n comprend n opérations de symétrie. Une condition sur n est à prendre en compte, comme ça vient déjà montré. Et puis il y a les opérations de symétrie inverse qui, elles, ont un déterminant qui est égal à moins 1. Ce sont l'inversion, le miroir ou les rotations inverses. Alors, bon, ça je ne le fais pas, Abdelmalek l'a fait. Hein. On voit bien que quand on a une opération de symétrie, si j'applique l'opération de symétrie θ sur ce vecteur et moins θ sur le vecteur opposé, eh bien ceci doit être un vecteur aussi du réseau, qui est parallèle à celui-ci, et donc la condition conduit à simplement des opérations de symétrie binaires, ternaires, quaternaires et d'ordre 6. Là aussi, le carreleur, comme ça vient d'être dit, le savait parfaitement. On peut paver le plan avec des carrés, avec des rectangles, avec des triangles équilatéraux et avec des domènes, des hexagones. Isométrie directe, je peux peut-être accélérer un petit peu. Hein. L'identité, les axes de rotation binaire, ternaire, quaternaire d'ordre 6. Alors, cette représentation est très pratique. Elle dérive, peut-être certains l'ignorent, de la projection stéréographique. Alors, la projection stéréographique, vous voyez, vous avez une sphère ici avec un cercle central. L'origine, si j'ai une direction ici, qui pointe la direction rouge, elle intercepte la sphère en un point. Si je relie ce point au pôle sud, son intersection avec le plan, où j'ai le cercle bleu, c'est le pôle qui représente la droite. Donc il suffit d'appliquer, vous voyez, partant d'une petite croix, ça veut dire qu'on est on pointe dans l'hémisphère nord, eh bien, par action d'une symétrie ternaire, on a 2 directions équivalentes qui sont engendrées. Hein, même chose pour tous les autres axes. Vous avez vu la représentation de ces opérations. Les opérations inverses, alors elles ont déjà une qualité, ou peut-être un défaut, ça dépend de son état d'optimisme. Elles ne vont pas conserver le sens du trièdre de référence. Donc il faudra faire attention. Alors l'inversion, vous voyez l'inversion, si vous avez une droite, une direction qui pointe dans l'hémisphère nord de la projection stéréographique, et que je repère par cette croix, eh bien par inversion, la droite opposée pointera dans l'hémisphère sud. Je représente donc son intersection qui est à même distance, hein, alignée, mais je la représente par un cercle pour bien montrer que j'ai changé d'hémisphère. Le miroir, s'il est dans le plan de mon dessin, une croix, une direction hémisphère nord, se transforme en une direction hémisphère sud qui a le même impact sur le plan central. Les opérations inverses, alors ce sont des opérations qui combinent à la fois une opération ponctuelle directe et une inversion. Et bien voilà par exemple l'axe -3. Vous voyez, je pars d'une petite croix ici. Je lui fais subir une rotation 2π sur 3. Je viens là, je suis toujours une croix. Mais comme je fais subir une inversion, paf, je viens ici et je deviens un cercle. Maintenant, une deuxième fois, le cercle d'ici vient là, par inversion, ça devient une croix, et voilà ce que j'engendre. Alors, voyons comment ça fonctionne autrement si on a, par exemple, un axe -6. Eh bien, un axe -6, j'ai une petite croix ici
je lui fais subir une rotation 2π/6, c'est une petite croix qui vient là, par inversion, ça devient un cercle ici. Ce cercle, par la même rotation, il vient ici, cercle, il devient croix. Cette croix, croix, elle devient cercle. Vous voyez que je vais avoir seulement 3 impacts distincts, mais correspondant à des directions qui pointent dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Donc c'est important, si on veut voir comment ça fonctionne, de faire à pied tout seul ces 2 exemples. Voici les notations. Alors, propriété particulière des isométries inverses, eh bien, si j'ai un motif qui subit donc une inversion ou un miroir, j'ai donc un motif déduit par cette opération, c'est le motif 2. 2 solutions. Soit je peux superposer le motif 2 au motif 1 en faisant agir une opération de symétrie de la structure, mais une opération directe. Soit je ne peux pas. Si je ne peux pas, j'aurai une paire d'énantiomorphes. Vous voyez, c'est le problème des mains qui sont symétriques par rapport à un miroir. Bon, on ne pourra pas les superposer. Alors, on a aussi les énantiomorphes qui tournent dans les sens opposés. Hein, c'était le problème évoqué ce matin à propos de Pasteur. Par exemple, des opérations hélicoïdales 4.1 et 4.3 vont engendrer des hélices qui tournent en sens inverse. Donc, on a une paire d'énantiomorphes également. Alors, il y a un certain nombre, et vous allez me permettre d'aller très vite là-dessus, de caractéristiques qui s'imposent en cristallographie. Par exemple, si j'ai un axe de rotation, il est nécessairement parallèle à une rangée dense de ma structure. C'est trivial pour un binaire. Hein. J'ai ici un atome, voici l'atome déduit, la somme de ces 2 vecteurs tombe sur l'axe, donc j'ai bien une rangée d'atomes qui passe sur l'axe. Maintenant, si c'est un axe de rotation et perpendiculaire à un plan réticulaire, si c'est un axe d'ordre 3, c'est très facile. Voilà un premier vecteur, le deuxième, le troisième, même longueur de vecteur, donc j'ai un plan qui est perpendiculaire à mon truc. Bon, un miroir est perpendiculaire à une rangée dense, il est parallèle à un plan réticulaire, je vous laisse vérifier par vous-même. Bon, alors, quand on regarde toutes les opérations qui constituent les opérations d'invariance ponctuelle du cristal, eh bien ces opérations fonctionnent avec une structure de groupe au sens mathématique, c'est-à-dire qu'il existe un élément neutre. Si j'ai 2 telles opérations, comme il existe une loi de composition interne, hein, pour nous c'est l'application successive des 2 opérations, eh bien le produit des 2 opérations appartient au groupe. Il existe un élément inverse tel que le produit d'une opération par son inverse donne l'identité. Et puis, si j'ai la succession de ces 3 opérations, eh bien, je peux faire agir d'abord l'opération produit GI-GK, puis l'opération GI, ou j'aurais pu faire agir l'opération GK et après l'opération produit GI-GK. Bon, voilà la structure de groupe. Alors, c'est clair, c'est que quand on va associer des opérations de symétrie, eh bien, on va pouvoir en engendrer de nouvelles. Par exemple, si vous avez un axe d'ordre pair, par exemple un binaire, qui passe par un centre d'inversion. Vous voyez, ici, première déduction par le binaire, puis par le centre d'inversion. Eh bien, ces 2 positions sont relayées par un miroir perpendiculaire au binaire et qui passe par le centre d'inversion. Si maintenant, j'ai n axes d'ordre 2 dans un plan, ici j'en ai 2 binaires dans un plan, eh bien, nécessairement, j'ai un axe d'ordre n, ici d'ordre 2, hein, puisque n égale 2, qui est perpendiculaire au plan. Hein. On le voit facilement en traçant tous les points équivalents déduits par les opérations. Bon, donc les groupes ponctuels cristallographiques sont formés en combinant les opérations de symétrie permises, directes et inverses. Alors il y a un article de Tanal et Buneau où vous faites les choses de façon plus mathématique. Hein. Moi je n'ai pas voulu le faire parce que c'est un petit peu long. On le voit très facilement en faisant des petits dessins. Hein. Donc on a ici, vous voyez, ce sont des axes d'ordre pair ou quelconque, des miroirs. Bon, on voit ce que ça va donner. Le plus simple, c'est de passer directement à la réalisation. Eh bien, ces 32 classes de symétrie comprennent des groupes propres. Ce sont des groupes qui ne possèdent pas d'opérations de symétrie inverse, seulement des opérations directes. Eh bien, c'est le groupe identité, il n'y a aucune symétrie. C'est le 2, le groupe 3, le groupe 4, le groupe 6. Les voilà ici, ils sont dans la même figure qu'on a vu tout à l'heure.
ce sont des groupes qui sont obtenus à partir d'un seul générateur. L'axe suffit à engendrer toutes les opérations du groupe. Maintenant, il y a les groupes diédraux qui sont construits à partir d'un élément générateur d'ordre supérieur à 1, bon, donc c'est 2, 3, 4, 6, et d'un binaire perpendiculaire, mais ce binaire, il va récupérer des petits frères à cause de l'axe qui est perpendiculaire. Donc ce sont les groupes diédraux avec 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 2, 6, 2, 2. Bah, vous voyez que dans 4, 2, vous avez 4 miroirs. Dans 6, 2, vous avez 6 miroirs. Bon, on retrouve bien toutes ces règles. Alors, plus difficile à visualiser, les groupes cubiques. Hein. Les groupes cubiques, ici, le groupe 2, 3 et le groupe 4, 3, 2. Bah, ce qu'il faut voir, c'est que là, nous avons des opérations qui sont inclinées. Les axes ternaires, ce sont selon les directions 1, 1, 1 du cube. Donc, c'est un petit peu plus difficile à visualiser. Groupes impropres, ils sont construits à partir d'opérations de symétrie inverse. Alors, j'ai oublié de dire, il y en avait 11 de groupes propres, il y en a 21 de groupes impropres, dont 11 qui possèdent l'inversion. Alors, ils peuvent être obtenus à partir des groupes cycliques 2, 3, 4, 6, auxquels on a ajouté l'inversion. Voici leur liste, ici, 2 sur M, 4 sur S, 6 sur M, moins 1 et moins 3. Vous voyez que seuls les axes de rotation pairs sont perpendiculaires à un miroir dès lors qu'il y a l'inversion. Hein. Pour ce qui est impair, comme par exemple 3, eh bien c'est moins 3, c'est pas un miroir, c'est l'application successive du ternaire et de l'inversion. Également obtenu à partir des groupes diédraux, hein, les groupes MMM, 4 sur MMM, 6 sur MMM, moins 3M, qui sont représentés ici. Et puis des groupes cubiques, où là, on va avoir le plus fameux d'entre eux, hein, M-3M, le groupe de l'octaèdre, c'est l'holoédrie du système cubique. Eh bien, ces 11 groupes qui possèdent l'inversion, on les appelle aussi classes de Laue. On verra plus tard pourquoi. Et puis, il y a aussi des groupes qui sont construits avec des opérations inverses, mais qui n'ont pas d'inversion. Eh bien, vous voyez que l'opération inverse qui intervient ici, c'est le miroir. Voici la liste de ces groupes, MM2, 3M, 4MM, moins 4, 2M, etc. Et moins 4, 3M, le groupe du tétraèdre pour le cube. Bon. Eh bien, les 7 systèmes cristallins, hein, ils ont un groupe ponctuel d'invariance qui fait partie des 32 classes. Ou plutôt, les groupes des 32 classes vont chacun se rapporter à un système cristallin. Alors voilà un superbe dessin que j'ai piqué à un collègue à l'école. Je ne vais pas le commenter plus avant. Hein. Il a dessiné avec un soin absolument remarquable les opérations de symétrie. Il a donné à la fois les notations d'Hermann Mauguin et de Schoenflies-Federhoff. Bon, on passe un peu vite. Ici, encore un autre tableau qui dit la même chose, hein, les systèmes cristallins, avec les groupes ponctuels non centrosymétriques ou centrosymétriques, avec l'holoédrie et les classes de Laue. Alors pourquoi les classes de Laue c'est important? Eh bien, un diagramme de diffraction est toujours centrosymétrique. C'est-à-dire que l'intensité d'une réflexion HKL et celle de la réflexion moins H moins K moins L sont identiques, même s'il n'y a pas de centre d'inversion. Donc, quand on fait de la diffraction, on obtient la classe de Laue. C'est-à-dire qu'on peut surestimer la symétrie du cristal qui n'a peut-être pas l'inversion. Alors il faut faire très attention, ou faire de la diffraction électronique, où là on peut faire la distinction. On peut faire aussi la distinction avec l'absorption anomale en rayonnisme. Bon, bien, ces opérations de symétrie, je peux les représenter maintenant de manière matricielle, et vous voyez que ça c'est une excellente introduction à la lecture aisée des tables internationales de cristallographie. Par exemple, ici, j'ai un axe quaternaire qui est selon la direction C de mon trièdre de référence avec A et B. Bon, un quaternaire, si j'applique une fois, c'est le 4, 1, 1 en exposant. A va donner A', mais A' c'est égal à B. B va donner B', mais B' c'est égal à moins A. C est invariant. Donc la matrice représentative, c'est-à-dire la matrice qui appliquée sur un vecteur donnera le vecteur qui a subi une telle rotation. Hein. A donne B, 0, 1, 0. B donne moins A, moins 1, 0, 0. C est invariant, 0, 0, 1. Bon. Si j'avais voulu aussi représenter
ma rotation, et prenons l'angle quelconque, θ autour de l'axe C, eh bien, voilà la matrice représentative. Alors, il faut se souvenir que c'est cosinus, sinus, moins sinus, cosinus. Eh bien, quand cosinus est égal à pi sur 2, on retrouve évidemment une telle matrice. Et vous voyez que si je donne comme position atomique, ayant la position x, y, z, je donne comme position atomique moins y, x, z, eh bien, je sais qu'il y a un tel quaternaire, puisque ça correspond donc à l'action de... Donc le quaternaire, je peux le représenter directement en écrivant moins y, x, z. Bon, un miroir perpendiculaire à l'axe C, il laisse A et B invariants, il transforme C en son opposé, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, moins 1. Un ternaire transforme A en B, B en C, C en A, donc 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Un centre d'inversion inverse les trois axes, donc c'est une matrice avec moins 1 sur la diagonale principale, et voici leur écriture en position atomique ayant été déduite d'une position x, y, z par les opérations qui figurent ici. Relation groupe-sous-groupe, un sous-groupe, qu'est-ce que c'est? C'est une partie d'un groupe qui est stable. C'est-à-dire quand j'applique les produits entre de ces éléments, je reste toujours dans le paquet que j'ai appelé sous-groupe. Je n'en sors pas, sinon ce ne serait pas un sous-groupe. Hein? Donc, il a une structure de groupe à lui tout seul. Alors, l'indice d'un sous-groupe est un diviseur de l'ordre du groupe. J'ai mis ordre dans le poly, c'est pas bien. L'ordre d'un groupe, c'est le nombre d'éléments. L'indice, eh bien, c'est le rapport du nombre d'éléments du groupe divisé par le sous-groupe. Alors, voici par exemple ici un petit treillis où partant du groupe 4 sur MMM, avec 16 opérations, donc un ordre 16, j'ai toute une famille de sous-groupes ici qui sont d'indice 2, puisqu'ils ont un ordre de 8. J'en ai qui sont d'indice 4, puisque l'ordre n'est plus que 4. Et puis je finis avec 1. Donc, groupe propre, groupe impropre, je l'ai déjà dit. Sauf que un groupe impropre contient des éléments de symétrie inverse, mais il a toujours des éléments de symétrie directe. Parce que si une opération est une opération de symétrie inverse, le produit de son action par elle-même est une opération de symétrie propre. Or, comme le produit de l'opération par elle-même est une opération du groupe, on n'en sort pas. Donc, ce que je viens de dire est vrai. Ce n'était pas démontré. Alors, et un groupe impropre contient toujours un sous-groupe invariant propre d'ordre moitié. Réseau de Bravais. Donc, 7 systèmes cristallins, 7 réseaux. Hein. Soit un réseau. Sa symétrie est l'holoédrie du système cristallin. C'est un réseau de Bravais. Mais on peut s'amuser à lui ajouter des nœuds. On ajoute de nouveaux nœuds, puis on voit ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on va trouver un autre réseau de Bravais ou est-ce qu'on va conserver le réseau de Bravais de départ? Bon, prenons un exemple tout bête. Voilà un réseau carré avec cette maille-là. Ce sont les boules jaunes. J'ajoute au centre des boules jaunes des boules vertes. Alors attention, jaune et verte, c'est la même couleur en réalité, mais c'est simplement pour montrer que je fais ça en 2 étapes. Eh bien, vous voyez que ce faisant, j'ai maintenant une maille qui est plus petite, mais c'est le même réseau de Bravais. Hein. C'est un carré, un réseau carré, comme le précédent. Donc, je n'ai rien ajouté. Par contre, si j'étais parti d'un réseau avec des boules jaunes et que j'avais rajouté rectangulaire, une maille rectangulaire, que j'avais ajouté ma boule verte, eh bien, j'aurais défini une nouvelle maille oblique qui est ici et qui est une maille différente. Hein, et qui, en tout cas, n'a pas la symétrie du réseau. Alors ça ne me plaît pas trop. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, dans ce cas-ci, je vais conserver le réseau de Bravais, mais je vais dire qu'il est centré. Je vais dire qu'il y a au centre de cette face un nœud. Hein, parce que comme ça, je conserve les propriétés de symétrie. Je ne me casse pas trop la tête après. Bon. Alors, réseau, symétrie du réseau, maille du cristal le plus simple, symétrie de la maille. Quand la symétrie de la maille est la même que la symétrie du réseau, eh bien, on a un cristal qui est primitif. Quand ce n'est pas le cas, on a un cristal qui est alors centré de plusieurs manières. Et vous le voyez très bien sur ici une maille qui est cubique à face centrée. Hein, avec, donc, on part d'une maille cubique, tout simple au début.
et puis on centre toutes les faces. Eh bien, quelle est la nouvelle maille? Elle est rhomboédrique. Elle est 3 fois plus petite que la précédente. Il suffit de la tracer avec ces vecteurs qui joignent l'origine au centre des 3 faces qui convergent dans l'origine. Et puis si on continue à les reporter ces vecteurs une fois, puis une autre fois pour aboutir ici, on a une maille rhomboédrique. Bon, manque de chance, le rhomboèdre n'a pas la symétrie pure. Donc on va conserver la maille initiale qui est cubique, mais on va dire qu'elle est à face centrée. Bon. Entre nous, vous faites tout le boulot avec une maille rhomboédrique, vous arrivez au bout avec la même qualité de résultat. C'est pour des raisons un peu de commodité, et puis pour des raisons aussi qui font que quand on a une maille comme ça, qui serait la maille primitive, on n'a pas d'extinction caractéristique. Tous les nœuds sont permis. Or, si on regarde l'intensité qu'il y a sur ces nœuds, on va s'apercevoir que certains ont une intensité nulle. Ils n'existent pas. Ce qui n'est pas du tout évident. Un primitif doit donner de l'intensité sur tous les nœuds du réseau réciproque. Eh bien, c'est tout simplement lié au fait que quand on considère le réseau de Bravais cubique à face centrée, il y a des réflexions qui, à cause de la position des atomes, ce n'est pas une raison de symétrie, c'est une raison accidentelle de position, à cause de la symétrie, l'intensité est nulle. Bon. Et ça, c'est très important, cette histoire de symétrie. Hein. En physique, toute dégénérescence est due à une symétrie. Sinon, c'est accidentel. Comme ça, on est tranquille, on couvre tous les cas de figure. Hein. Bon, ben là, c'est accidentel dans le cadre du CFC. Alors voilà, donc il y a des réseaux primitifs, il y a des réseaux qui sont centrés, c'est un nœud qui est au centre de gravité de la maille. On a des réseaux à base centrée, ABC, ben, selon que c'est la base qui est au bout du vecteur petit a, petit b ou petit c, ou à face centrée, comme c'est indiqué ici. Alors, 14 réseaux de Bravais, 7 systèmes cristallins, ou plutôt 7 systèmes cristallins, 4 modes de Bravais. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous allez rire, ça donne 14 réseaux de Bravais. Bon. En voici la liste. Pour le cubique, il y a 3 réseaux de Bravais. Pour le tétragonal ou quadratique, il y en a 2, un centré et un simple. Pour le rhomboédrique, il n'y en a pas. Il y en a qu'un plutôt, le primitif. Pour l'hexagonal, c'est pareil. Pour l'orthorhombique, il y en a 4. Hein. Face centrée, base centrée, centrée et simple. Lui, il a absolument fait la totale avec ce que Bravais permettait. Et pour le monoclinique, ben, il y en a 2. Et pour le triclinique, il n'y en a qu'un, le primitif. Donc voilà. Alors de nouveau, mon cher collègue qui m'a passé le tableau précédent, ou plutôt à qui j'ai piqué le tableau précédent, ben, je vais piquer celui-là. Ça ne rajoute pas grand-chose par rapport à la figure précédente, sauf que vous avez une colonne ici qui vous donne les réseaux de Bravais. Bon, alors maintenant, groupe d'espace. On a les outils, hein. On a vu comment ça marchait. On va donc s'intéresser à l'invariance sur les positions. Donc il va falloir combiner la maille avec la classe de symétrie et avec les translations du réseau. Classe de symétrie, les 32 classes. Translation du réseau, paf, la maille élémentaire et les translations. Et puis, une maille atomique, un motif avec des atomes qui sont distribués dans l'espace. Chaque position, c'est un atome d'une certaine nature avec 3 coordonnées non entières inférieures à 1. Bon. Alors, pour ça, on a besoin de définir ce qu'on appelle une isométrie spatiale. Donc, je l'ai déjà dit, une opération de symétrie ponctuelle et une translation associée. Et on va distinguer 2 types de telles opérations. Celles qui sont réductibles, pour lesquelles, si on change l'origine du trièdre de référence, l'opération qui s'écrivait avec une partie ponctuelle et une translation associée s'écrira maintenant avec la même partie ponctuelle, mais avec une translation nulle. Hein? Ce sont donc des opérations qu'on appelle réductibles et qui agissent comme de pures opérations de symétrie. Et puis les opérations irréductibles sont celles pour lesquelles on ne peut absolument jamais réduire à 0 la translation associée. Ce sont des opérations irréductibles, ce sont de nouvelles opérations qu'on n'a pas vues encore, si avec Abdelmalek à 2 dimensions. Hein. Bon, il y a des translations qu'on ne pourra jamais éliminer pour de telles opérations. Alors comment ça marche une opération spatiale? C'est pas compliqué. Hein. Si elle agit sur un vecteur petit r, eh bien le résultat de son action, c'est le vecteur déduit par l'action de l'opération plus la translation associée. S'il agit sur une fonction, c'est la valeur de la fonction pour
le point déduit par l'action de ce vecteur, notation de Zeiss. On aurait très bien pu prendre une autre notation, hein, en prenant -1, l'opération inverse qui agit sur le vecteur. Élément neutre, un élément neutre, qu'est-ce que c'est? On est à 3 dimensions. On a le sous-réseau de translation qui est sa variante cristal. Eh bien, une opération neutre, c'est une opération qui a l'identité comme opération ponctuelle et une translation de réseau comme translation. Le produit de deux opérations alpha 1, tau 1, alpha 2, tau 2, eh bien, c'est une opération dont la partie ponctuelle est le produit des deux parties ponctuelles, alpha 1, alpha 2. Et la translation, j'ai ici à gauche alpha 1, donc ce sera alpha 1, tau 2, l'action de l'opération alpha 1 sur la translation tau 2, plus tau 1. Une opération inverse, alpha tau moins 1, eh bien ce sera alpha moins 1, avec une translation qui est moins alpha moins 1 tau. Si vous voulez vous en convaincre, faites le produit d'alpha tau par alpha tau moins 1, en suivant cette règle-là, et vous trouverez bien que c'est l'élément neutre. Et enfin, dernier point, si j'ai une opération qui s'écrit alpha tau par rapport à un référentiel qui est centré à l'origine, si maintenant je translate mon référentiel d'un vecteur ρ, eh bien l'opération s'écrira alpha tau, alpha ponctuel, et en translation tau plus ρ moins ρ, plus alpha ρ, pardon, moins ρ. Eh bien l'ensemble des isométries spatiales qui laisseront invariant un cristal s'appellera le groupe d'espace, le groupe spatial. Toutes les opérations ont aussi entre elles la structure de groupe s'applique à toutes ces opérations. Mais vous voyez qu'on est passé, avec une discrétion extrême, de groupes ponctuels qui étaient des groupes finis à des groupes d'espace qui sont des groupes infinis, puisque mon cristal va jusqu'à l'infini. Donc j'ai une infinité d'opérations. Ça ne complique absolument pas les choses. Alors les opérations irréductibles, donc, qui sont de nouvelles opérations qui vont apparaître, hein, sont des axes de rotation qui sont associés avec des translations parallèles à l'axe et égales à une fraction d'un ou de plusieurs paramètres de la maille, c'est-à-dire vecteurs de la maille, ce sont les axes hélicoïdaux, et des miroirs qui sont associés avec des translations parallèles au miroir, translation égale à une fraction d'un ou de plusieurs paramètres de maille. Ce sont les miroirs à glissement. Hein. Donc voici un petit référentiel. Voici un binaire hélicoïdal selon l'axe C. Eh bien, cette opération que j'appelle 2, 1 va transformer 1 en 2 par action du binaire et va me translater 2 parallèlement à C sur une longueur qui est C sur 2. Hein. Donc, je l'écrirai comment cette opération? Je l'écrirai 2. Alors, en indice 0, 0, 1, avec des crochets pour indiquer que le binaire est selon la direction C, et puis une translation 0, 0, 1,5. Donc, par rapport à une origine qui ne change pas la translation. Maintenant, si j'ai un miroir, ce miroir fait passer 1 à 2 par une symétrie miroir traditionnelle, mais je rajoute une translation qui est égale aussi à C sur 2, qui est parallèle au miroir. Donc c'est un miroir qu'on va appeler le miroir C, puisqu'il se translate selon l'axe C. Et je l'appellerai comment? Alors là, pardonnez-moi, je n'ai pas vu ce truc, c'est pas parfait. J'aurais dû mettre que c'était le miroir 0, 1, 0, avec entre crochets 0, 1, 0 ici en indice, puisque le miroir est perpendiculaire à l'axe B, et la translation, c'est 0, 0, 1,5. Voilà comment je vais le représenter. Donc, comment ça fonctionne, cette notion de réductibilité ou d'irréductibilité? Voilà un axe de symétrie binaire parallèle à C passant par l'origine. Hein? Eh bien, si j'ai une opération, une isométrie spatiale de, alors, 0, 0, 1, puisque je suis parallèle à l'axe C, 0, 1, 0, c'est la translation. Et je peux mettre n'importe quelle translation du réseau, bien évidemment, hein, puisque ce sont des opérations d'invariance. Eh bien, vous voyez que je passe de là à là par un binaire, j'ajoute une translation C. Hein. Eh bien, si j'avais décidé de déplacer mon triangle de référence d'une translation 0, 1, 0 divisé par 2, si j'avais mis au milieu de B sur 2, maintenant, vous voyez que ce binaire fait passer directement de 1 à 3
sans qu'on ait besoin de faire intervenir une translation. Donc il s'écrit maintenant 2, 0, 0, 1 avec une translation nulle, hein, c'est marqué ici, mais évidemment, c'est la même opération que précédemment, sauf que l'origine du référentiel a changé. Alors on peut s'en convaincre en disant que si je considère cette opération et que mon référentiel a été translaté de 0, 1 demi, 0, eh bien en appliquant la petite formule que j'avais indiquée précédemment, on voit bien que ça donne directement un binaire qui a une translation nulle. Donc tout ça, c'est implacable de cohérence, sauf les petites erreurs qu'on va pouvoir trouver à droite, à gauche. Même chose avec maintenant un binaire hélicoïdal. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en souviens pas trop là. Oui, j'ai ici donc un binaire qui passe par l'origine et à qui est associée une translation 0,1, 1 demi. C'est un binaire qui est orienté parallèlement à l'axe C, donc 2, 0, 0, 1. Bon, alors donc un point 1 est déduit par le binaire ici en un point 2, et je vais faire agir sur lui la translation 0, 1, 1 demi, en faisant d'abord 0, 1, 0, puis après 0, 0, 1 demi. Donc une composante perpendiculaire à l'axe, une composante parallèle à l'axe. Eh bien, si je change l'origine de mon référentiel et que je la positionne maintenant en 1 demi, en 0, 1 demi, 0, ce qui revient au même que de représenter l'axe en cette position par rapport au référentiel non changé, eh bien, vous voyez que directement je vais de 1 à cette position-ci. Je n'ai pas besoin d'ajouter la translation 0, 1, 0 qui était perpendiculaire au binaire. Par contre, l'autre translation, je n'ai rien pu y faire. Elle survit. Ça se voit aussi en réalisant pratiquement ce truc-là. Donc, mon binaire ici avec 0, 1, 1 demi. Maintenant, je l'écris. Ah ben, je l'écris, vous avez vu, je l'écris 2 avec l'indice 1, en plus de l'indice qui indique sa direction, parce que c'est un binaire hélicoïdal. Et 2 indice 1 signifie qu'on a une translation de 1 demi le vecteur du réseau qui est parallèle à l'axe. Voilà, binaire hélicoïdal. Donc même chose avec un miroir ici. Hein. Alors là c'est un miroir, c'est réductible. Je passe, hein, vous êtes bien d'accord. Hein, donc je l'ai mis ici en position moitié, tac, ça a marché. Et puis là, c'est un miroir qui a une translation plus compliquée, donc une partie qui est parallèle au miroir. Eh bien, en réalisant la même opération que précédemment, je supprime la composante perpendiculaire au miroir, mais la composante parallèle survit. C'est donc un miroir translatoire. Alors les axes hélicoïdaux, ben, il y en a tout un paquet. Hein. Pour les binaires, enfin les axes en général, il y a le binaire normal et le binaire hélicoïdal, translation de C sur 2 s'il est parallèle à l'axe C. Maintenant, un axe d'ordre 3, on a le 3 simple, mais on a le 3, 1 et le 3, 2. Hein. Eh bien, tout simplement parce que la translation qui est associée pour un miroir, pour un axe d'ordre N, qui est parallèle à l'axe C, c'est le produit de C par M sur N, avec M plus petit que N. Donc ici, pour un ternaire, N égale 3, M peut être égal à 0, c'est le ternaire de base, 1, c'est l'axe 3, 1, 2, ici il y a une faute, c'est M égale 2, c'est l'axe 3, 2. Maintenant, pour un quaternaire, N égale 4, donc M est égal à 0, 1, 2, 3, donc 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Bon, vous voyez, ça veut dire que là, j'ai 4 opérations quaternaires. Hein. L'opération quaternaire sans translation. L'opération quaternaire, alors on est toujours sur l'axe C, avec une translation C sur 2. Non, C sur 4, pardon. Un autre avec une translation 2C sur 4, c'est-à-dire C sur 2. Et un troisième avec une translation 3C sur 4. Et pour l'axe 6, eh ben, il y en a 2 de plus. Donc, on les voit ici, on voit ce qu'ils enjambent. Alors, ce schéma est un peu petit et je l'ai refait en grand. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors, regardez ce qui se passe. C'est rigolo parce que si on ne fait pas attention, et franchement, je n'avais pas fait attention au début, afin que je ne comprenais pas comment agissait l'opération 4-2. L'opération 4-2, qu'est-ce que c'est? Toujours, mon quaternaire est parallèle à l'axe C.
Donc si c'est un cas de 2, m égale 2, la translation élémentaire, c'est 2 fois 0,01 divisé par 4. Donc c'est un demi. C'est un demi. Ok? Bon, alors, je pars de 0. Je fais 90 degrés et je fais une translation C sur 2. Paf, j'arrive ici. Maintenant, je fais de nouveau 90 degrés, translation C sur 2. J'arrive là. Donc, je suis parti d'ici, j'ai fait celui-là et je fais celui-là. Mais, vous allez rire, j'ai fait 2 fois la translation C sur 2. Et 2 fois C sur 2, c'est C, c'est une translation de réseau. Donc, il y a une position équivalente à celle-ci en la rabattant au niveau de départ d'une translation C. Donc c'est pour ça qu'on va doubler, on va faire des petits haltères. Quand on a le 4-1, on n'a pas des doubles, des haltères. Quand on a le 4-2, eh bien on a des haltères, parce que 2 fois C sur 2, ça fait C. Donc si j'ai une position quelconque, eh bien en la translatant de C, j'ai une position équivalente. D'accord? Bon, il faut 2 minutes pour s'en convaincre en faisant le truc à la main. Alors, voilà les notations. Bon, je ne rentre pas dans les détails des notations. Vous verrez ça sans doute après. Nature des translations. Bon, c'est peut-être pas la peine de... J'ai aucune idée du temps. Hein. Il me reste combien de temps? Ah oui, ça sera fini. Ça sera fini. C'est beaucoup. Je ne sais pas. Je vais essayer d'accélérer. Donc, toutes ces translations, ben, elles ne sont pas quelconques. Hein. En fait, je l'ai affirmé. Je vous ai dit que c'était C sur 2, ou que c'était MC sur N. J'aurais peut-être pas dû l'affirmer, j'aurais dû montrer ça avant. On peut montrer effectivement que ces translations ne sont pas quelconques. Alors, les opérateurs de position, ils sont donc repérés sur ce grand tableau que j'ai toujours piqué à mon collègue Gilles Vallès. Et maintenant, on arrive au groupe d'espace. Alors, le prochain cours, c'est sur les groupes d'espace. Donc, peut-être, il faut m'arrêter. Si je fais des trucs que tu vas faire, autant m'arrêter, hein, parce que c'est... Bon. Alors, un groupe d'espace, d'abord, c'est une lettre et 3 chiffres. Et/lettre. Bon. Notation d'Hermann-Mauguin. La première lettre, c'est le mode de réseau. Donc, de Bravais. La deuxième, la série de 3, ce sont les éléments de symétrie, mais dans des directions qui sont caractéristiques de chacune des classes. Hein? Pour un orthorhombique, c'est caractéristique de, je crois, de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pour un cubique, le premier, c'est 1, 0, 0, et le deuxième, c'est selon 1, 1, 1. Et le troisième, c'est selon 1, 1, 0. Donc, pour chaque classe, il faut savoir à quelle direction correspond le symbole. Alors le premier symbole, c'est l'axe principal qui donne le système cristallin. Le deuxième, c'est un axe perpendiculaire à l'axe principal, sauf pour le cubique, hein, puisqu'on est à 1, 1, 1 par rapport à l'autre. Et puis un autre axe de symétrie. Ah ben voilà, le groupe cubique, je l'ai précisé ici. Alors il y a 2 notations, l'abrégée et la complète. Hein. Fm3m, le cubique face centrée, c'est un peu sportif de l'appeler comme ça, il faudrait appeler 4 sur m, moins 3, 2 sur m. Et c'est vrai qu'on respecte plus ce que j'ai indiqué ici qu'avec l'axe principal, hein, qu'avec cette notation compacte. Alors, la classe de symétrie, eh bien, par exemple, pour le groupe IA3, c'est la classe M3. Pour le groupe IA3D, c'est la classe M3M. On remplace par une opération réductible le nom de l'opération. Le groupe P-1, c'est un primitif avec seulement l'inversion, c'est triclinique. Le P1M1, c'est un primitif avec un miroir perpendiculaire à B, oui, perpendiculaire à axe B, deuxième position. PMN21, c'est un primitif avec un miroir M perpendiculaire à l'axe A, un miroir à glissement N perpendiculaire à l'axe B, et un axe binaire hélicoïdal selon l'axe C. N, c'est le symbole d'un miroir à glissement. Etc. Alors ici, sur cette vue du groupe PCA21, on a en rouge ici grandi les axes binaires hélicoïdaux.
Et on a les miroirs qui figurent ici, orthogonaux, et qui sont de nature, tous les deux à glissement. C, on glisse selon la direction C sur 2, A selon la direction A sur 2. Il y a des groupes simorphiques et des groupes non simorphiques. Le nombre de groupes simorphiques, c'est 73. Eh bien, ils ne contiennent pas d'opération éréditaire. Donc c'est simple. Tous les groupes d'espace ont un sous-groupe invariant de translation, le groupe de translation. Mais les groupes simorphiques peuvent s'écrire comme le produit direct du groupe de translation par la classe de symétrie, ce qui n'est pas le cas pour les autres. On ne peut pas écrire les choses de cette manière, même si dans les deux cas, on a un sous-groupe invariant. Donc les groupes simorphiques, eh bien ici, vous en avez la liste et le nombre pour chacun des systèmes cristallins. Et enfin, le dernier transparent que j'ai piqué à mon collègue Gilles Vanaise, avec tous les groupes d'espace, il n'en manque pas un, et puis bien sûr les classes qui correspondent. Alors, bon, ça tu me dis, c'est peut-être pas la peine, tu vas sans doute faire ça en détail, hein. C'est l'explication en détail. Ah, je ne fais pas, c'est pas la peine. Okay. Bon, en résumé, c'est pas la peine non plus. Hein. Quelques références. Et puis c'est pas la peine que je remercie des gens que j'ai déjà remerciés. Je veux remercier quand même. Je veux remercier l'IUCR qui m'a accordé un statut de visiting professor. Je suis très fier et qui, et j'en suis encore plus fier, me finance le voyage. Voilà. Et merci au public aussi pour sa patience. Très chaud. Très chaud. On peut ouvrir les fenêtres. Merci beaucoup. C'est